Commençons avec Anna. Toi, tu es déjà d'accord. OK. Alors, tu es sur le TUAC. L'acronyme en français, je ne sais pas si ça existe. De le comité syndical consultatif auprès de l'OCDE. D'accord, très bien. Interface avec l'OCDE, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec les syndicats. C'est le sort de pont entre les syndicats et l'OCDE, c'est ça? Non. Si je... Nous Très bien. représentons des syndicats Oui, de tous oui, les exact. pays de l'OCDE ainsi que des pays partenaires euh, au sein de l'OCDE. Donc, ça veut dire que nous sommes le voix des syndicats là-bas et Oui. aussi dans d'autres organisations ou forums internationaux. Donc, vous voudrez, enfin, toi, on va se tutoyer, hein? Oui, Toi, tu veux parler un peu de cette fracture numérique, c'est ça? Fracture numérique et comment défendre le droit de la vie privée des employés. Ça, c'est une question de démocratie, que les employés se sentent en sécurité Mhm. euh, quand, quand ils font une communication au travail, n'est-ce pas? Oui, non, Et quand ils s'organisent aussi. oui, non, effectivement, je crois que quand nous sommes actuellement aux discussions internationales, mais aussi nationales concernant le numérique, et quand on parle des données et des mégadonnées, c'est toujours un sujet des entreprises et des consommateurs. Mais si des syndicats sont pas là, personne parle des effets aux places de travail concernant la sphère privée des travailleurs, concernant leur droit de se déconnecter du travail aussi, mais aussi des questions de la sécurité concernant des nouvelles processus, par exemple, quand un robot est introduit sur une plante, Ouais. si des syndicats ne sont pas impliqués dans des accords, dans des négociations au niveau sectoriel, mais aussi au niveau d'entreprise, personne va mettre en place des paramètres qu'il faut pour assurer que des travailleurs sont bien protégés, qu'ils font partie du nouvel système numérique, qu'ils ne travaillent pas à côté d'une machine, mais qu'ils travaillent avec une machine et que leurs conditions de travail s'améliorent, en fait. Mais de manière générale, comme j'ai dit au début, ce type de discussion ne fait pas partie des discours politiques si beaucoup qu'on veut, mais c'est ce qu'on essaie de faire justement. Et chez l'OCDE, est-ce qu'ils sont réceptifs ou est-ce qu'ils vous écoutent? Comment est-ce que ça marche? Vous avez pu avoir une sorte d'impact là-bas, à Paris? Bah, j'essaie de le faire m'écouter, mais de manière générale, il y aura un grand rapport de l'OCDE qui sort en mars En mars. sur l'économie numérique. Oui. Et là, on a réussi de mettre quelques mots sur ce sujet-là. En plus, il y aura un autre rapport de l'OCDE sur l'intelligence artificielle où on a réussi d'avoir un chapitre, un petit sous-chapitre, je dirais, sur justement ces questions organisationnelles qui nous concernent. Donc, du coup, il y a des notions dans ces rapports OK. et nous sommes en train de faire entrer ces sujets-là dans des débats. Mais c'est que le début, mais je crois que nous sommes entendus. Après, c'est aussi aux membres de la CSI, CS, Oui. de faire parler de ces sujets au niveau national aussi. OK. Eric Manzi, secrétaire général Sestra Rwanda. J'ai vu que vous avez pu organiser les travailleurs informels. Oui. Par le Rwanda, où la mise en place de règles, de normes de travail passe par la multiplication des coopératives. Oui. Pourriez-vous décrire un peu, est-ce que tu peux en décrire un peu mieux comment tu Oh, as réussi à faire ça, à organiser les travailleurs informels? Ça, c'est un grand sujet en ce moment. Question de démocratie aussi. Oui. Oui, mais comment on a pu organiser tout simplement parce que d'abord, c'est des travailleurs qui se retrouvaient dans l'économie informelle, ça veut dire une économie où ces gens n'étaient pas enregistrés et parfois qui exerçaient des professions qui n'étaient pas reconnues au niveau de la législation du travail. C'est la Alors, majorité, c'est la majorité des travailleurs, non? Oui, ça Ils fait, sont informels. ouais, ça fait plus de 85%. Par exemple, dans mon pays, ça fait Voilà. plus de 85% de la main-d'œuvre. Donc, ça veut dire une grande partie donc,
en tant que syndicat, hein, organisé des travailleurs, on ne pouvait pas passer à côté de cela. Mais comment le faire? Ça a été extrêmement difficile parce qu'il fallait d'abord les localiser sur là où ils travaillent, mais aussi les attirer, hein, leur montrer qu'il y avait des services qu'on devrait leur rendre en tant que syndicat. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme argument pour les attirer? Et pour les attirer, d'abord, il a fallu d'abord les localiser parce que là, c'est d'abord le plus important. Ça a été d'aller les chercher sur le lieu de travail où ils étaient déjà organisés en association, pas syndicat. Okay. Et on leur a fait comprendre, ils nous ont fait comprendre qu'ils seraient plus forts si... Pour eux, d'abord, ils ont l'association, mais ils ont besoin de vivre. Vous leur parlez des droits. Oui, mais des droits, ils les auront quand? Dans 10 ans, dans 20 ans. Non, ils veulent des choses maintenant. Oui. Et la première façon de pouvoir gagner leur vie, c'était d'abord de les mettre en coopérative, donc des sortes de mini-entreprises où ils avaient, qui ne sont pas exploités par d'autres personnes, mais ils viennent en tant qu'actionnaires de leur propre mini-entreprise. Ça a été d'abord une réussite. On a commencé avec les taxis-motos et puis on est passé chez les artisans et actuellement on est dans les travailleurs de la construction. D'abord, leur faire gagner de l'argent et puis après leur parler de leurs droits. De leurs droits, nous sommes partis du plus simple. D'abord, la santé, sécurité au travail. Comment assurer leur santé? Que vous soyez travailleur du secteur formel ou informel, vous devez vivre. Vous ne devez pas vivre en danger. Ça a été d'abord la première chose. La deuxième chose, qui que vous soyez, la Constitution dit que tout travailleur a droit à être affilié à la sécurité sociale, a droit à accéder aux bénéfices de la sécurité sociale. Même si vous êtes de l'économie informelle, ce sont des droits sur lesquels vous devez choisir. Et ça a été deux arguments chocs. Et par la même occasion, nous les avons organisés en syndicat parce que la Constitution dit que tout travailleur a droit à s'affilier au syndicat. Je lis une citation de vous qui dit que les coopératives permettent des relations plus normales entre les employeurs et les salariés avec une forme minimale de protection sociale, comme vous en avez parlé, oui. Et génèrent des revenus supplémentaires ainsi qu'une meilleure régulation. Donc, en théorie, c'est joli. Mais en pratique, est-ce que vous avez réussi avec ça? On a réussi au niveau du revenu. Du revenu, ils arrivent à gagner suffisamment d'argent. Mais au niveau de la régulation, se pose maintenant un problème parce que, comme le disait ma collègue tout à l'heure, au niveau des données. Parce que une fois que vous avez organisé des gens, ça veut dire que le régulateur, qui est le gouvernement, vous lui donnez en fait une ouverture, une brèche sur laquelle il vient réguler ces personnes. Oui. Réguler dans le sens de leur donner l'autorisation de travailler en toute sécurité. Mais aussi de l'autre côté, c'était une brèche pour pouvoir récupérer le maximum des taxes. Et là se posait le grand problème. Vous gagnez de l'argent, mais les taxes sont élevées et vous devez les payer, alors que c'était des travailleurs qui n'étaient pas habitués très souvent à être en ordre avec la fiscalité. Ouais, c'est un peu donc ça revenait à un problème. Mais là, c'était impossible de l'échapper parce que une fois que vous les avez organisés, l'autorité fiscale a un point d'entrée. Il a toutes les données sur ces travailleurs. Et alors là, se posait maintenant le grand problème. Donc, il y a eu ce rêve qu'on les faisait miroiter, mais aussi de l'autre côté, la face cachée de ce rêve tant... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans le public parmi vous, ici? D'accord, puis peut-être en ligne. OK. Hashtag ITUC, ITUC 18. Si vous avez un commentaire ou une question en ligne, servez-vous. Anna, de niveau plus global, est-ce que le concept dont Eric parle, est-ce que c'est faisable, soit ça devrait être faisable dans des autres pays et ailleurs, sur des autres continents, non? Cette idée d'organiser des coopératives pour représenter des gens qui normalement sont informels, qui ne sont pas organisés. Et est-ce que ce n'est pas un pas vers une syndicalisation de ces personnes? Non, et ça existe déjà depuis des décennies. Oui. Il n'y a rien de nouveau avec d'utiliser des coopératives de cette manière et après d'encourager une syndicalisation, disons, propre, officielle. C'est un pas vers
Non, c'est un pas vers une organisation syndicale. Oui. Mais je dirais que le problème maintenant dans le numérique, mais aussi plus largement dans l'avenir du travail, où nous sommes déjà, c'est plutôt qu'il ne faut pas forcément accepter que ces travailleurs sont informels. Et là, des coopératives sont certainement, ils font partie d'un paquet de solutions. Après, vous avez déjà parlé de ça dans le panel précédent. Oui. Il y a tout un catalogue de questions concernant le système dont les travailleurs sont actuellement engagés. Et là, c'est vraiment, comme Eric a déjà dit, quand quelqu'un fait partie d'une coopérative ou commence à faire partie d'un syndicat, il y a une certaine punition par rapport aux réglementations, par rapport aux impôts, tandis que les grandes entreprises numériques, les grandes entreprises multinationales sont très souvent en dehors de ce système réglementaire, de la fiscalité, etc. Et donc, il faut vraiment aborder, à mon avis, ce sujet des travailleurs informels, mais aussi des travailleurs numériques, etc. Des deux côtés, il faut certainement leur donner des systèmes comme des coopératives, mais aussi justement les organiser dans un syndicat directement, si possible. Mais après, il faut aussi tacler quand même le système économique derrière tout ça qui pousse à l'informalité. L'informalité, oui. Qui est lié au modèle business de certaines entreprises qui préfèrent de faire j'utilise un mot anglais, du outsourcing, du offshoring, de tous ces stratégies-là. Donc comment traiter ça? Comment intégrer cet aspect de l'économie virtuelle à formaliser ces gens informels? On dit gig economy, mais c'est des gens informels, comme des gens dans beaucoup de pays, ils ont travaillé pendant des décennies. Ouais. Informels. Comment intégrer ces gens dans cette économie virtuelle? Non, mais après, tout d'abord, on doit demander qu'il y aura une transparence des données sur ces travailleurs, dans une manière anonymisée, bien évidemment. Mais ces entreprises doivent montrer combien de travailleurs ils emploient véritablement. Je pense que l'Union européenne cherche à faire ça, mais est-ce qu'on peut le faire aussi à travers soit l'OCDE, soit l'OIT? Est-ce qu'il y a une façon internationale à obliger ou pas? Je crois qu'on peut avoir des principes et des réglementations internationales. C'est que certes. Ces compagnies doivent respecter s'ils veulent s'engager dans un pays ou dans... Oui. Non, ça concerne, je trouve, des aspects plutôt liés à l'impôt, parce qu'il y a le travail de l'OCDE sur l'évasion fiscale. Oui, depuis Panama Papers et les autres. Oui. Voilà, qui est en chemin aussi concernant l'économie numérique. Après, je trouve aussi qu'ils peuvent avoir des accords ou des réglementations internationales ou au moins un échange entre des autorités de la concurrence pour justement faire briser le marché très oligopoliste. Oligopoliste, oui. Oligopoliste dans l'économie numérique. Ouais. Ça, c'est plutôt une question à l'international ou dans des régions, je dirais. Okay. Mais pour des travailleurs, c'est aussi une question d'une politique nationale parce qu'il y a quand même des différentes lois du travail, etc. Je crois que la bottom line, c'est de respecter des droits travailleurs internationaux, des principes fondamentaux de l'OIT. Et eux, ils sont déjà pas forcément respectés dans l'économie numérique. Après, c'est vraiment à mettre en marche des systèmes de transparence sur ces travailleurs-là. Et en faisant ça, des syndicats peuvent aussi avoir un meilleur aperçu qui est là, qui peuvent être organisés, etc. Mais il y a déjà des efforts
syndicales à faire ça. Il y a déjà des systèmes, des plateformes pour des travailleurs informels qui ont été mis en place par nos membres. Donc le numérique comme menace et opportunité, hein. Il y a deux facettes de ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Equal Times. Donc je suis journaliste pour Equal Times, le média que vous avez là derrière. J'ai une question par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire auprès, plus près d'eux, oui. Voilà, auprès des gouvernements. C'est-à-dire que aujourd'hui le discours c'est bon, ces plateformes numériques, elles créent des emplois. C'est-à-dire qu'on a un fort taux de chômage dans les pays européens, par exemple, et donc du coup les gouvernements laisse faire Uber, pour créer Deliveroo, etc. des jobs, parce que c'est toujours un boulot, quoi. Ça rapporte toujours un peu d'argent, comme disait une des personnes au panel précédent. Bon, et donc les gouvernements qui devraient peut-être aussi protéger les droits, ils s'arrêtent juste au fait que ça nous aide sur notre politique de chômage, mais ça s'arrête là. Et on ne veut pas savoir ensuite comment défendre les droits des travailleurs. Donc, que peuvent faire aussi les syndicats auprès des gouvernements pour leur dire ça suffit pas de créer des jobs, il faut aussi que ce soit des jobs décents. Pour assurer du travail décent, hein, decent work. Oui, Qu'est-ce que tu penses, Eric? Je peux lui répondre. Évidemment, nous qui sommes sur le terrain, c'est vrai que c'est un travail difficile à faire parce que ce que nous avons fait plus tôt, c'est de dire, quand on demande au gouvernement de mettre en place une régulation, nous demandons de mettre en place une régulation qui s'adresse pas seulement au fait qu'on veut que ce travail se fasse en tout respect des règles, mais aussi nous voulons que ça s'adresse à une certaine inégalité. Mais l'égalité, pour être à mi-chemin, c'est une égalité qu'il faut s'adresser à tout le monde. Parce que vous avez le secteur formel qui dit, nous, puisque nous travaillons dans un système très formel, nous payons nos taxes telles que c'est dû aux dates dues. Mais il y a des gens qui travaillent en dehors du système, mais qui gagnent de l'argent, mais qui ne sont pas taxés. Donc il y a une certaine inégalité. Mais de l'autre côté aussi, vous ne pouvez pas dire des gens aujourd'hui qui sont dans l'économie informelle, qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, nous on le dit, dans une transition. Ils sont dans une transition parce que c'est très clair, la législation du travail dit que la législation du travail s'applique aux travailleurs du secteur formel, excepté pour 4 points, par exemple dans mon pays, sur le droit de s'organiser en syndicat, sur la santé et sécurité au travail, le bénéfice de la sécurité sociale. Mais pour le reste, ça ne s'applique pas. Les congés, les contrats de travail obligatoires, tout ça, c'est des choses qui sont hors. Alors, de l'autre côté, vous avez des gens qui travaillent dans une économie informelle, hein, où ils ne sont pas du tout protégés, hein, mais à qui on demande de payer, hein, oui. Hein, des taxes parfois très élevées. Et tout ce qu'on demande, c'est que, première chose, c'est informer ces gens. C'est d'abord, vous savez, vous avez des droits. Hein, il faut de l'égalité ou une certaine équité entre ceux qui travaillent dans le secteur formel, qui se font de l'argent officiellement, et vous-même aujourd'hui qui essayez de quitter du secteur informel, parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'on reconnaît le secteur informel et on veut qu'il reste dans l'économie informelle. On veut qu'il se déplace et qu'il se formalise. D'ailleurs, les coopératives, aujourd'hui, il y a un grand contrôle qui est fait, une très grande régulation au niveau des coopératives. On est en train d'essayer de les pousser à être des petites entreprises. Parce que le gouvernement dit, vous n'allez pas rester indéfiniment comme coopérative. Ah ouais. Il faudra essayer d'évoluer et d'être des micro-entreprises. Donc, nous sommes dans une transition. D'abord, informer les gens, les encadrer, hein, parce qu'ils ne sont pas toujours
À qui cultiver. d'informer? C'est au syndicat de faire ça, ou quoi? Le syndicat, mais avec d'autres alliés. Ouais. Nous faisons des alliances avec d'autres organisations de la société civile, surtout ceux qui travaillent dans le cadre des droits socio-économiques, mais aussi ceux qui travaillent au niveau des droits humains. C'est avec eux qu'on fait une alliance parce que seul, comme syndicat, ce n'est pas possible. Nous avons une certaine expertise en matière de marché du travail, droit du travail, mais à un certain moment, vous êtes bloqué quand il faut arriver sur le droit fiscal ou d'autres sujets. Et il faut toujours créer une certaine alliance, mais aussi une alliance avec, entre guillemets, le gouvernement à travers les partis politiques. Parce que les partis politiques, même s'ils se retrouvent au gouvernement, ils ont toujours des agendas à faire passer et vont vous créer toutes sortes d'alliances pour essayer. Il faut avoir la volonté politique. Hein, oui, il faut une volonté politique. Et voilà pourquoi il faut vraiment un environnement politique, c'est-à-dire un gouvernement qui, bien sûr, libéralise l'économie, mais de l'autre côté, essaye de tirer une grande partie de la population qui se retrouve toujours au seuil, qui sont vraiment au seuil de la pauvreté. Donc, par exemple, dans mon pays, ça fait 55% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qu'il faut tirer vers le haut. Hein, bon, il y a cet engagement du gouvernement, mais il faut les aider en tant que syndicat ou d'autres acteurs non étatiques surtout. Il ne nous reste que 4 minutes. S'il y a une autre question, Anna? Je peux répondre à cette question. Il faut tout d'abord demander au gouvernement quand des statistiques sur l'emploi sont publiées. Sont quels emplois, quel type d'emploi et qui sont des groupes représentés fortement dans ce type d'emploi. Et comme ça, on voit forcément que ce sont des femmes, des jeunes, des immigrés et d'autres groupes vulnérables qui sont représentés trop fortement dans l'emploi informel. Ouais. Ça, c'est déjà un argument à faire au sein du gouvernement que socialement, c'est pas tenable. Et c'est pas une stratégie d'emploi pour l'avenir si on voit, par exemple, des jeunes trop engagés dans l'économie numérique. Ça, c'est un point à faire. Après, c'est important de dire que des gouvernements, ils perdent des revenus fiscaux s'ils laissent des modèles business comme ça agir sans aucune réglementation. Comme c'est pas seulement que ces entreprises ne donnent pas des droits de travailleurs ou des vrais emplois à leurs contracteurs, je dirais. C'est aussi qu'ils ne paient pas des impôts qu'il faut, ils ne contribuent pas à la protection sociale, etc. Donc, du coup, je crois comme solution, il faut aussi pousser le gouvernement à installer des tests d'emploi pour chacun qui sont accessibles à chacun pour dire combien d'heures as-tu travaillé, est-ce que tu es contrôlé par quelqu'un, est-ce qu'il y a des paramètres imposés à toi, etc. Comme ça, au moins, un individu peut contrôler ou pas contrôler, peut voir s'il pourrait être un employé, en fait. Okay. Et après, et ça peut être aussi mis en place par des syndicats, d'ailleurs, pas forcément par le gouvernement, mais ce sera mieux si le gouvernement le fait, bien évidemment. Et juste pour finir, le gouvernement peut instaurer des droits à la formation et des droits à la protection sociale universelle, quand même, qui avec des systèmes universels pour chaque individu. Et ça ne doit pas être forcément lié au statut du travailleur. Je sais qu'il nous reste officiellement qu'une seule minute, mais peut-être qu'on vous donne chacun une petite minute. En prenant en considération ce qu'on a discuté pendant le panel précédent sur l'OIT, l'Organisation internationale du travail, va donner un rapport sur le travail, l'avenir du travail. Et nous sommes en train de parler de comment s'organiser dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans ce rapport le mois prochain? Peut-être 2 petits vœux de Noël. Qu'est-ce que tu voudrais, Eric? D'abord, je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions au niveau syndical, donc même en dehors de la commission globale mise en place par l'OIT, où nous avons pu donner nos points de vue.
Mais moi, les deux souhaits, c'est que d'abord, ce rapport devrait inclure le fait que tous nos pays ne sont pas au même niveau économique. C'est-à-dire, nous n'avons pas nécessairement les mêmes préoccupations. Moi, je viens d'un pays en voie de développement, comme on dit, ou pays en développement, comme on a l'habitude de le dire. Et il faut savoir que spécifiquement, nous avons d'autres défis parce que nous n'avons pas, par exemple, le respect des droits de travailleurs, c'est pas encore vraiment le top. Au niveau un grand chômage des jeunes qui est assez très élevé. Et tout ça, c'est des défis auxquels nous devons déjà faire face, mais en même temps pouvoir rattraper des pays qui sont déjà assez avancés et qui sont aujourd'hui, par exemple, sujets à l'innovation et au développement technologique. Donc, vous voyez, il faut mettre le double au niveau de nos pays en voie de. Donc, et on l'a demandé plusieurs fois, essayer de customiser, c'est comme ça qu'on l'a dit, ce rapport, de sorte qu'il soit applicable globalement dans toutes les régions du monde, mais que aussi qu'il y ait plus tard des discussions au niveau régional, au niveau de chaque pays, pour pouvoir adapter ce rapport à chaque contexte, disons, national. Voilà, ça c'est mon plus grand vœu. Ok, très bien. Et Anna, il faut que les syndicats prennent position à l'avance de ce rapport et après, ça dépend des résultats. Quels sont tes souhaits pour ce rapport? Non, déjà, je suis d'accord avec Eric sur faire une distinction entre des niveaux de développement, entre des pays. Après, je trouve qu'il faut, dans ce rapport, il faut une forte conclusion qui dise qu'il faut mettre des mesures en place pour renforcer le dialogue social dans toutes ses dimensions, mais aussi pour l'OIT d'avoir un rôle central dans la réglementation internationale qui assure que les droits des travailleurs sont respectés dans chaque secteur, dans chaque modèle du business. Voilà. Anna, Eric, merci beaucoup.